Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Une centaine de services qui recouvrent des recettes vont les reverser dans les recettes fiscales. C'est l'une des mesures prises au cours du Conseil des ministres ce mercredi. Le gouvernement vise ainsi à renforcer l'efficacité du système budgétaire. Une autre décision pour renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est arrivé cet après-midi à Accra, dans la capitale ghanéenne, et s'est aussitôt rendu au palais présidentiel. Il a eu des échanges avec le vice-président du Ghana, le docteur Mahamadou Bawumia. Les deux personnalités ont parlé du cacao Côte d'Ivoire-Ghana qui représente 63% de l'offre mondiale. Et vous le savez, le monde judiciaire ivoirien est en deuil. Mamadou Koné, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, décédé le 8 avril. Hommage et témoignages affluent de toutes parts. Ses pairs n'oublient pas ce brillant magistrat qui a marqué le domaine par sa rigueur et son professionnalisme. Il salue la mémoire d'un homme d'exception. Au Sénat, l'acquisition de la nationalité par le mariage est corsée. Le ministre de la Justice, Ansan Kambilé, a présenté un texte devant la Commission des Affaires générales. C'est à l'unanimité que la modification du Code de la nationalité a été adoptée. 112 recettes de services recouvrées par l'administration seront désormais des recettes fiscales. Cette décision a fait l'objet d'une ordonnance prise ce mercredi en Conseil des ministres. Le gouvernement vise ainsi à renforcer l'efficacité du système budgétaire. Ces décisions s'ajoutent à d'autres mesures qui visent à intensifier la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. On fait le point complet avec Mahama Traoré. Efficacité budgétaire oblige. Certaines ressources ou taxes captées par les démembrements de l'administration publique intègrent désormais la liste des recettes fiscales. L'ordonnance portant modification de la nature des dites recettes a été adoptée ce mercredi en Conseil des ministres, présidé par le président Alassane Ouattara. Cette mesure concerne 112 recettes de services identifiés dans les différents ministères suite à une étude commanditée par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier et du renforcement de l'efficacité du système budgétaire. Ces recettes ont été requalifiées de recettes fiscales parce que le gouvernement a estimé que c'était une forme de fiscalité et qu'il n'était pas question qu'elles aillent au ministère, mais plutôt directement au budget de l'État. Le décret sera publié donc au journal officiel. Vous aurez le détail donc de toutes ces recettes de services qui désormais sont considérées comme des recettes fiscales et iront donc directement dans les caisses de l'État. Plus de transparence dans les finances publiques, tout en veillant à un climat des affaires sain et propice, débarrassé des velléités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C'est tout le sens de ce projet de loi portant création du registre des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et des constructions juridiques. Ce projet de loi répond à une exigence majeure de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il met en place un dispositif d'identification minutieuse des partenaires d'affaires et surtout des personnes qui, en dernier lieu, exercent un contrôle effectif sur les personnes morales, connues sous la dénomination de bénéficiaires effectifs. À cet effet, ce projet de loi prévoit, au greffe de chaque tribunal de l'ordre judiciaire, un registre des bénéficiaires des personnes morales inscrites au sein de la circonscription couverte par la juridiction. Un registre central des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et des constructions juridiques prévu au greffe du tribunal du commerce d'Abidjan regroupera toutes les données nationales en vue de s'assurer de la disponibilité en temps utile de ces informations et de garantir corrélativement la transparence et la sécurité du milieu des affaires. Le gouvernement va plus loin dans son combat contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Un autre décret pris définit les modalités de mise en œuvre des sanctions financières ciblées visant les auteurs présumés de ces actes. Ce décret détermine l'autorité compétente en matière de gel administratif de fonds et l'autorité chargée de la mise en œuvre des sanctions connexes au gel des avoirs. Il définit, en outre, les modalités de mise en œuvre des sanctions financières ciblées, ainsi que les voies de recours
et les mesures d'assouplissement qui s'offrent aux personnes ou entités qui font l'objet de sanctions. 4 pays d'Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire, font leur entrée dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Décision résultant de la volonté de cette institution financière multilatérale d'étendre ses opérations hors du continent européen. Le Conseil a donné son accord pour l'adhésion de notre pays à l'accord portant création de la BERD et a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour permettre à la Côte d'Ivoire de tirer profit des financements importants réservés aux projets structurants des pays éligibles. Devant le Conseil des ministres réunis, le président Alassane Ouattara a une fois de plus salué la mémoire du président du Conseil supérieur de la magistrature, Koné Mamadou, décédé le 8 avril dernier. Un hommage national sera rendu ce jeudi à cet illustre serviteur de l'État. Et juste après ce conseil, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est arrivé cet après-midi à Accra, dans la capitale ghanéenne. Il s'est aussitôt rendu au Jubileance, le palais présidentiel, où il a eu des échanges avec le vice-président du Ghana, le docteur Mahamoudou Bawumia. Les deux personnalités, entourées de leurs collaborateurs, ont abordé les questions bilatérales liées notamment au cacao. Pour le cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana représentent un gisement de 63% de l'offre mondiale. Ce jeudi, Robert Begré-Mambé sera aux côtés du chef de l'État ghanéen, Dankwa Nana Akufo-Addo, pour l'inauguration du siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Je vous propose d'écouter le Premier ministre au terme de sa rencontre avec le vice-président ghanéen. Je suis venu au Ghana à la demande de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, auprès de son ami, le Président Nana Akufo. Et j'ai été reçu par le vice-président dans le cadre de la grande coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui tourne autour du cacao et qui consolide l'amitié entre ces deux peuples. Et nous sommes heureux d'être ici. Pour que demain, ce soit une occasion pour nos deux pays de lancer cette grande possibilité qui nous est offerte de consolider notre coopération en installant un siège pour l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Cela est une chance pour nos deux pays parce que grâce à cette entente, nos populations, nos valeureuses populations, peuvent maintenant bénéficier de façon très notable du fruit de leurs efforts parce que nous sommes avec le Ghana un gisement de près de 63% de la production du cacao dans le monde. Et si en Côte d'Ivoire, on parle maintenant de ce deuil qui frappe le monde judiciaire. Il est porté à la connaissance des personnalités politiques, administratives et judiciaires, ainsi qu'à l'attention de l'opinion publique, que le chronogramme des obsèques du président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, est modifié en ce qui concerne la journée de demain, jeudi 18 avril 2024, comme suit: 8h30, levée du corps à Ivoussep, Trècheville. 11h30, cérémonie d'hommage de la nation sur l'esplanade de la primature. 13h, hommage de la famille judiciaire au siège du Conseil supérieur de la magistrature à Cocody. C'est fait à Abidjan et signé le secrétaire général Kamara Siaka. Mamadou Koné, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, donc décédé le 8 avril dernier. Hommage et témoignages affluent de toutes parts. Ses pairs et les présidents d'institutions n'oublient pas ce brillant magistrat, un grand serviteur de l'État qui a marqué le domaine par sa rigueur et son professionnalisme. Ils saluent tous la mémoire d'un homme d'exception. Sidonie Davila. Il restera immortel dans la mémoire de ses pairs, Kanvali Diomandé, Uya Kofi, Ibrahim Koulibaly Cuibière et Sansan Kambili. L'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, disparu à l'âge de 72 ans, était unanimement respecté pour son intégrité, sa rigueur et son attachement indéfectible à l'état de droit. Le président Koné Mamadou était un grand juriste, un homme de loi, un vrai praticien du droit. J'ai été à ses côtés
à partir de 2014, sérieusement, quand je suis devenu président de la Chambre des comptes, de la Cour suprême, dont il était le président. Donc il a été mon patron. Et ce que je retiens de lui, c'est que c'est un vrai chef de famille. Le président Kone Mamadou incarnait la justice. Mamadou Kone a gravi tous les échelons de la magistrature avec une probité exemplaire selon ses magistrats. Il a occupé de hautes fonctions au sein du système judiciaire ivoirien. Pour certains parmi ces magistrats, il était bien plus qu'un collègue, un modèle. Kone Mamadou est un monument de notre appareil judiciaire. Entre Kone Mamadou et moi-même particulièrement, nous avons des rapports très étroits et suivis, parfois teintés de confidence. Il avait beaucoup d'affection pour ma personne. Et moi, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Tellement il était un érudit de la chose judiciaire. On en apprenait toujours avec lui. Sa disparition étant une grosse perte pour l'appareil judiciaire, mais surtout aussi pour la nation. Aujourd'hui, alors que ses pairs se rassemblent pour lui rendre un dernier hommage, les mots peinent à exprimer la profondeur de cette perte. Pour Ibrahim Coulibaly Cubière, le président de la CEI, le ton est empreint de respect et de reconnaissance pour celui qui était son mentor, son père. Parler du président Kone Mamadou, pour moi, au passé, c'est avec beaucoup de peine. Il a été mon maître. Il a été mon papa. Il a été mon ami. Il a été mon aîné. Il a été quelqu'un que j'ai aimé intensément parce qu'il m'a éduqué dans la vie. Aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan de la vie de tous les jours. Dans les années 90, il a dit comme ça, quand je faisais ma formation de magistrat, que lui et moi, nous allons travailler ensemble. Moi-même, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est depuis ce temps qu'il m'a fait appel auprès de lui pour travailler. Autant beaucoup d'enseignants à l'université au niveau du droit voulaient s'identifier à Vaudier, autant dans la magistrature, bon nombre d'acteurs de la justice voulaient bien s'identifier à Kone Mamadou. Et c'est fut un autre cas. Il faut retenir de ce monsieur la droiture, la justice, le sérieux au travail, le devoir bien accompli. C'était ça, Kone Mamadou. Sansan Kambilé est le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Son amour pour le droit se consolide au contact de Mamadou Kone. J'ai connu Kone Mamadou en 1992, alors que j'étais auditeur de justice à l'École nationale d'administration, section magistrature. Et lui était notre formateur en parquet pénal et en parquet civil. J'ai été frappé par sa vivacité d'esprit, par sa prestance. Il m'a tellement impressionné que j'ai cherché à connaître son parcours. L'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ma carrière à Mans, c'est parce que justement Kone Mamadou avait été procureur dans la ville de Mans. C'était quelqu'un de formidable. Sansan Kambilé perd un conseiller fidèle. Avec la fougue qu'on a quand on est à ce poste, quelquefois, je dis, il fallait quelqu'un qui puisse vous tempérer. Et Kone Mamadou en faisait partie. Mon plus profond regret, c'est qu'il avait vraiment une ambition pour la magistrature, à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Et je perds quelqu'un, je perds un conseiller, je perds un aîné, je perds un ami, je perds un grand frère. Ce jeudi, la nation tout entière rend hommage à Mamadou Kone, l'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, magistrat, hors hiérarchie, échelon.
unique. Et Sidonie Davila le disait à l'instant, demain matin, la nation lui rend hommage à la primature, hommage à suivre sur les antennes de la RTI. Dans l'activité parlementaire, maintenant, 4 projets de loi examinés et adoptés par les députés réunis en plénière hier. Au nombre des textes, la politique nationale de l'endettement et la gestion de la dette. Une loi qui permettra à l'État de mieux encadrer sa gestion de la dette publique. Les députés ont aussi adopté le code de l'urbanisme avec des innovations dans l'obtention de l'ACD. Moussa Konaté, Barnabé Kona. Le projet de loi portant politique nationale de l'endettement et de la gestion de la dette publique. Le texte soumis à examen à cette séance plénière est adopté par la majorité des députés présents après 3 propositions d'amendement rejetées. Le projet de loi donne déjà beaucoup de pouvoir au ministre des Finances. Donc dès lors que lui, il assure la gestion, nous avons demandé que celui qui définit les modalités soit différent, en l'occurrence que ce soit le président de la République. Et cela n'a pas été accepté. La loi vient renforcer le cadre juridique et institutionnel de la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette, démontrant ainsi que le gouvernement a toujours été transparent et pointilleux sur la question de la dette, qui elle-même est bien gérée, parce qu'en cohérence avec les objectifs de développement de la Côte d'Ivoire et au regard des critères de convergence. Je suis donc très heureux du vote de cette loi qui devrait une fois de plus rassurer les Ivoiriens. C'est la première fois que nous voyons l'exécutif associer le Parlement dans la prise de décision, dans la gestion, l'encadrement d'une loi de dette. La plénière a également adopté le projet de loi sur le code de l'urbanisme et le domaine du foncier urbain. Le texte apporte des innovations dans l'obtention de l'ACD, arrêté de concession définitive. L'ACD aujourd'hui fait l'objet de contestations. Cette loi, ce qu'elle apporte comme innovation, c'est de faire en sorte qu'une fois que vous avez votre ACD de façon régulière, et j'allais dire de bonne foi, que ce ACD-là ne soit plus l'objet de contestations. Le débat à cette séance a aussi porté sur les sanctions prévues par le projet de loi relatif aux communications électroniques. C'est l'article 214 qui établit les sanctions pénales liées aux violations des communications électroniques, communications privées. En commission déjà, j'avais émis des réserves très fortes sur cet article-là par rapport au travail des journalistes, notamment ceux d'investigation. Aujourd'hui en plénière, il n'y a pas eu d'évolution sur ce texte. Et donc, évidemment, j'ai voté contre parce que je considère que, tel que c'est libellé, ce texte peut être soumis à interprétation. L'article 214 pourrait être vu comme fin à la liberté de la presse. Il n'en est pas question. Il suffit de se référer au régime juridique de la presse. La loi numéro 17-687 du 27 décembre qui a été votée aussi à la quasi-unanimité des députés. Je pense que la couverture de la liberté d'expression des journalistes est établie. Il faut le lire en son article 89 qui protège le journaliste. Le projet de loi relatif à l'extradition est le 4e texte adopté ce jour. Il permet, selon l'article 4, à la Côte d'Ivoire de remettre à un État tout ressortissant étranger faisant l'objet de poursuites pénales ou d'une condamnation prononcée par les juridictions de cet État. L'autre chambre du Parlement également au travail. Le Sénat a autorisé à l'unanimité la modification du Code de la nationalité. Le ministre de la Justice, Samson Kambilé, a présenté un texte devant les sénateurs en commission. Une loi pour réduire les cas de fraude sur la nationalité à travers le mariage. Kader Sogodougou. Sur la période 2019-2022, les services judiciaires ont enregistré 9 634 demandes de nationalité ivoirienne suite à des mariages. Au même moment, les demandes ordinaires affichaient 276. Après enquête, le résultat est édifiant. Le mariage est devenu le créneau pour frauder et obtenir la nationalité ivoirienne. Pour lutter contre les faux mariages et préserver par la même occasion l'authenticité de la nationalité, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Samson Kambilé, a soumis à la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat le projet de loi de modification portant code de la nationalité. Dorénavant, l'étranger qui épouse un Ivoirien ne pourra pas acquérir de plein droit la nationalité ivoirienne. L'acquisition de cette nationalité par le conjoint étranger est soumise à certaines conditions essentielles, dont celle qui consiste à souscrire
une déclaration à cet effet devant l'autorité compétente 5 ans à compter de la célébration du mariage. Ensuite, la preuve d'une vie en commun entre le conjoint étranger et l'ivoirien qui matérialise en fait l'existence du mariage et l'effectivité du mariage. Il faut dire que ce délai de 5 ans peut être amené à 3 ans en présence de 2 enfants du couple. Le projet obtient le quitus des sénateurs à l'unanimité. Le dispositif qui nous a été présenté visait à apporter une protection morale à la question du mariage, pour éviter ce qu'on pourrait appeler en guillemets des faux mariages à but d'obtenir simplement la nationalité ivoirienne. Donc d'une part, en apportant cette dimension, cette protection morale au mariage, à la question du mariage, elle permet aussi de protéger notre nationalité. Après le Sénat, le projet de modification portant code de la nationalité retourne sur la table du gouvernement pour sa mise en œuvre. Une autre institution qui a réuni ses membres, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, a accueilli le conseiller technique du président de la République en charge du programme Legacy. Il a présenté une communication sur ce projet qui vise à laisser un héritage positif pour la ville d'Abidjan. Abou Bamba a donné l'intérêt de cet accélérateur de développement durable et de transformation agricole en Côte d'Ivoire. Marie-Chantal Akanda. Le Legacy Programme ou Initiative d'Abidjan est un programme gouvernemental visant à promouvoir le développement durable dans la ville d'Abidjan. Abou Bamba, coordonnateur du programme, l'a présenté devant l'Assemblée consultative du CESEC. Une initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Hassan Ouattara, sur une volonté de transformer la trajectoire et le développement de notre pays en nous appuyant davantage sur les ressources naturelles, en tenant compte aussi de la nécessité de la résilience de notre pays vis-à-vis des changements climatiques, d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes vivant dans les zones rurales. Notre but et notre objectif à travers la mise en œuvre d'Abidjan Legacy, c'est de susciter des champions locaux, des jeunes Ivoiriens qui performent, sont les meilleurs producteurs d'igname, les meilleurs producteurs de piment et qui gagnent correctement leur vie. De faire augmenter le SMIC agricole là, qui est à 36 000 francs CFA à plus de 70 000 francs CFA dans les zones rurales de la Côte d'Ivoire. Le coordonnateur du programme appelle à l'ouverture d'une banque d'investissement agricole nationale. La grande majorité des pays qui nous entourent, que ce soit au Ghana, Agricultural Development Bank, au Niger, la Bagri, Banque agricole, au Sénégal, la Banque de l'agriculture, au Mali, la Banque nationale de développement agricole, tous ont un outil de financement de l'agriculture et la Côte d'Ivoire ne serait restée en marge effectivement de cette dynamique-là qui existe partout en Afrique et presque dans le monde. Le président du CESEC, Eugène Akawele, a salué la qualité de cette expertise, riche en informations et en échanges. Nous avons pris l'engagement de poursuivre avec abnégation le travail déjà entamé afin de jouer pleinement notre rôle de conseil auprès du président de la République et des présidents des 2 chambres du Parlement. Il s'agit pour nous, à travers ces moments d'échange, d'avoir les outils intellectuels nécessaires à la consolidation de nos travaux afin de donner toute la justesse et la pertinence attendue de nos recommandations. En perspective, le Legacy Programme ou l'initiative d'Abidjan devrait pouvoir atteindre des résultats probants sur les projets lancés d'ici à 2030. Un retour au Ghana pour voir la réunion d'évaluation du comité de pilotage de l'initiative Cacao Accra. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, prend part aux travaux dans la capitale ghanéenne. Une session cruciale au regard des marchés mondiaux du cacao en effervescence dans un environnement où le Ghana et la Côte d'Ivoire pratiquent le système de vente par anticipation. Les 2 parties vont donc élaborer des stratégies pour une meilleure rémunération des producteurs. Lansine Bakayoko est notre envoyé spécial à Accra. Ce comité de pilotage de l'initiative Cacao vise à évaluer le mécanisme commun dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des producteurs pour une économie cacaoyère durable et prospère. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est un exemple parmi tant d'autres qui illustre bien que nos 2 pays, à travers leurs chefs d'État respectifs,
peuvent surmonter de nombreux défis pour le bonheur de leur peuple et de leur nation. L'actualité du moment sur la question d'un prix rémunérateur aux producteurs face à la volatilité, du moins à la flambée des cours internationaux, démontre toute la pertinence de l'initiative Cacao. Où nous, en tant qu'initiative, nous allons nous concentrer, c'est que historiquement, nous avons vu que tout prix à la hausse, à un moment donné, va aller à la baisse. Alors pour nous, c'est de renforcer nos mécanismes pour être sûr que lorsque les prix vont cracher, un certain niveau ne sera pas atteint. Et voilà pourquoi je vous ai parlé de la question de coût de production, de coût de conformité et surtout la traçabilité qui est mise en place par les pays va être reflétée directement sur les prix au marché. D'autres points ont été abordés dans la revue du secteur cacao. Des points liés au système de vente du cacao, le différentiel de revenus décent, la durabilité ainsi que l'accès au marché européen. Ces rencontres périodiques initiées sous l'impulsion de nos chefs d'État doivent nous permettre à terme de dynamiser la filière cacao par des approches inclusives, bénéfiques à tous et également à tous les acteurs de la chaîne de valeur et plus précisément les acteurs les plus vulnérables que sont les producteurs. Le Conseil du café et du cacao et le Cocoa Board sont à pied d'œuvre pour trouver les meilleurs systèmes pour les producteurs. Le siège de l'initiative Cacao sera inauguré ce jeudi en présence du Premier ministre Robert Begremambe et du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Et du Ghana, on se rend aux États-Unis, à Washington, pour le 7e forum sur le financement de la santé. Le ministre Adama Kamara présente la vision de la Côte d'Ivoire pour une meilleure mise en œuvre de la politique sanitaire. Il a préparé un panel pour expliquer la collaboration entre les ministères des Finances et la Santé. Herman Guivier, notre envoyé spécial à Washington. Deuxième journée du 7e forum annuel sur le financement de la santé à Washington, aux États-Unis. Une question capitale dirige les échanges entre panélistes à décrire la nature des relations de collaboration actuelles entre les ministères des Finances et ceux de la Santé afin de favoriser une plus grande orientation de moyens financiers vers la prise en charge de politique sanitaire. Partage d'expériences entre l'Égypte, le Nigeria, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Pour l'Égypte, il est très important que les deux ministères aient des points de vue convergents sur les questions en rapport avec le financement de la santé, un point de vue partagé par le Kenya et le Nigeria. La Côte d'Ivoire a aussi donné sa part d'expérience sur le sujet par la voix du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. On leur a expliqué qu'en Côte d'Ivoire, avec la réforme structurelle qui est en marche, il y a d'un côté les ressources qui proviennent des cotisations sociales et de l'autre côté les ressources qui proviennent du budget de l'État de Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est que la finalité de cette réforme-là, les cotisations sociales puissent suffire à financer le secteur de la santé. Si par extraordinaire ces cotisations sociales ne suffisent pas à financer le secteur de la santé, alors on pourrait faire appel à des ressources affectées que le ministère de l'économie et des finances voudra bien mettre à la disposition du dispositif de prise en charge du risque maladie. Les retours que nous avons de nos collègues sont assez satisfaisants et ils se font fort d'appliquer ce modèle-là dans leur pays. Le faisant, celui à qui revient le mérite, c'est le président de la République qui a conçu et qui politiquement soutient la mise en œuvre de cette réforme majeure qui a pour finalité de prendre en charge, du point de vue de la santé, les Ivoiriens et les étrangers. La Côte d'Ivoire avait tout intérêt à participer à ce panel. Son modèle de gestion du risque maladie étant fort apprécié par les partenaires techniques et financiers qui en parlent d'ailleurs comme un modèle de succès. Ici en Côte d'Ivoire, cette bonne nouvelle, bientôt la fin des bouchons dans la zone sud d'Abidjan, entre les communes de Makori et Treichville. Dans 3 mois, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise sera ouvert. L'ouvrage va fluidifier la circulation. C'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, qui l'a annoncé. C'était au terme d'une visite de chantier que l'on voit avec Léon Brou.
Seulement 3 mois et ce pont aérien à 20 mètres au-dessus du sol, ouvert à la circulation. Long de 585 mètres, l'ouvrage est l'apanage d'infrastructures, de superstructures et de routes déjà réalisées dans l'ensemble à 70%. Sur le chantier à 4 mois du délai d'exécution des travaux démarrés en mars 2021, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, parcourt l'ouvrage comptant pour la deuxième partie de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, évalue la qualité des réalisations et les travaux restants, puis marque sa satisfaction. On a fini de construire le pont lui-même, il reste à mettre le goudron, le bitume, mettre les candélabres, c'est-à-dire l'éclairage, les garde-corps, et puis faire les aménagements routiers en bas. On sait qu'avec les travaux routiers qui se font au sol, actuellement, il y a beaucoup de gênes pour les usagers, mais nous leur demandons de prendre un peu patience parce que d'ici maximum 3 mois, tout sera derrière nous. Ce que nous voudrons simplement dire, c'est une fois de plus, au nom du gouvernement ivoirien, de remercier le gouvernement japonais. Finalité de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, fluidité de la circulation au carrefour Solibra entre les communes de Makori et Trècheville sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin. Et c'est effectif dès la livraison de l'ouvrage, assure le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ceux qui quitteront Makori pour aller à Trècheville, normalement, ne vont plus croiser ceux qui viennent de façon perpendiculaire. Par exemple, ceux qui viennent du pont de Gaulle ne les croiseront plus parce qu'ils seront plus hauts. Ceux qui vont quitter Trècheville pour aller vers Makori passeront aussi sur un ouvrage, donc ils croiseront plus ceux qui viendront par le bas. Ceux qui quittent le pont de Gaulle pour aller vers l'aéroport passeront plus haut. Donc, les seuls problèmes que nous craignons aujourd'hui, c'est sur le grand carrefour de Makori, sur le carrefour Orca et les autres carrefours après. 25 milliards, le coût de la phase 2 du projet qui porte à 3 l'ensemble des ouvrages formant l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise et à 50 milliards de francs CFA, l'investissement total du Japon dans ce don à la Côte d'Ivoire. Et dans ce développement des infrastructures, Abidjan accueille le monde de la culture pour le Massa 2024. Le Massa offre des rencontres professionnelles. Ce mercredi, le sujet de la mobilité des artistes était au cœur des réflexions. Les démarches administratives souvent lentes, les problèmes de visa et l'absence de financement sont quelques difficultés que rencontrent les acteurs. La mutualité des scènes et la logistique sont des solutions aux problèmes de mobilité. On en parle avec Didier Nguessan. Faire connaître son art au-delà de ses frontières. La mobilité est une nécessité pour tout artiste, mais de nombreux obstacles d'ordre financier et administratif peuvent freiner cette circulation. Au marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, les promoteurs culturels échangent leurs expériences sur la mobilité des artistes. Les questions de mobilité qui ne sont pas que des problèmes de billets d'avion, mais c'est les visas, c'est la sécurité dans les voyages, ce sont aussi les conditions de voyage, ce sont les coûts, en tout cas de la mobilité d'une manière générale. Il faudrait qu'on sache que la mobilité, les événements participent de manière importante dans les PIB des nations. On sait que c'est 4% de l'économie mondiale. Dans beaucoup de pays, on voit très bien la part des événements, la part de l'action culturelle sur les commerces, sur les hôtels, sur les transports. À chaque pays, on a des artistes par chaque festival. Et comme ça, on partage la mobilité sur le transport, sur les logements, sur le cachet des artistes. Là, maintenant, on n'a pas besoin de visa pour ces pays et ça facilite. Exemption de visa, boost de la mobilité, renforcement des réseaux culturels et facilité administrative sont quelques pistes de solutions proposées par les panélistes. Pour bénéficier vraiment de la mobilité, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord accès à la formation, c'est-à-dire quelles sont les bourses de mobilité qui existent entre pays d'Afrique. Il y a très peu de fonds, mais il y en a quand même, qui permettent aux artistes de circuler. La deuxième, c'est aussi
aussi de trouver des circuits pour partager les frais entre différents festivals. Nous, on travaille avec le Burundi, on travaille avec le Congo, on travaille avec le Kenya. Donc, penser de manière plus solidaire le partage des ressources et donc le partage des spectacles. Un troisième élément qui est important pour nous à Ishio, c'est de faire tourner des spectacles dans des pays qui nous invitent et alors les inviter eux-mêmes à penser leur mobilité aussi. Les rencontres professionnelles du Massa offrent une sorte d'incubateur pour leurs projets grâce au partage d'expériences entre artistes et promoteurs culturels. Le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan permet aussi depuis quelques années des spectacles hors du site officiel. C'est le Massa éclaté. Le centre culturel d'Abobo a accueilli les prestations du Zaouli et du Zolo de Koniari. Vous allez le voir, ce sont des prestations vécues avec beaucoup d'émotion par les populations, parmi lesquelles des personnalités, notamment le ministre-gouverneur du Denguélé, Ismaël Evradeo, Jamak Diadji, Tatiana Boun. Abobo, dans l'effervescence du Massa 2024. Cet après-midi au centre de l'action culturelle de la commune, les populations vibrent au rythme des pas de danse du Zaouli, masque traditionnel du peuple gouro. Et celui de Zolo de Koniari, esquisse des pas de réjouissance venus de la région de Ghana. C'est la deuxième fois que je viens au Massa et c'est vraiment une belle expérience, ça me fait toujours plaisir. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir jusqu'à Abobo pour assister à des spectacles un peu comme celui-ci. Et vraiment, je suis émerveillé par le talent et l'aspect spectaculaire et traditionnel. Il n'a pas fait trop le village. Donc il voulait voir comment ça se danse les Zaouli. C'est un côté gros. Ils ont chanté, il y a dansé aussi, il y a mis le spectacle. Ici, c'est le Massa éclaté. Il s'agit pour le festival de permettre aux habitants des communes d'Abidjan de se familiariser avec le terroir. Une vision qu'épouse la municipalité d'Abobo. Autrefois, avec le Massa, il fallait se déplacer jusqu'au centre culturel pour aller voir le Massa. La Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Et donc nos cultures doivent être sûres là où nous nous trouvons par la jeunesse. Et je pense que le Massa éclaté est une très bonne chose pour les populations d'Abobo. Pour le ministre-gouverneur de la région du Denguélé, c'est un appel aux sources à perpétuer. On n'est pas surpris parce que nous on les connaît déjà. On doit tout faire pour que toute la Côte d'Ivoire puisse les connaître. Et ça c'est une tribune qui nous permet de le faire. Et nous allons le faire. Le Massa, au centre de l'action culturelle d'Abobo, se tient sur 2 jours. Outre les danses du terroir, des prestations artistiques meublent l'activité, notamment le théâtre, la poésie et le slam. Autre chose dans l'actualité, ce soir, un acte de solidarité. Les étudiants du district autonome des Montagnes ont reçu des dons composés de cartes de bus et de tickets de restauration. Un soutien de Albert Flindé, ministre-gouverneur. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ahmed Traoré, Jamak Diadji. Des étudiants issus du district autonome des Montagnes reçoivent 4000 cartes de bus et 5000 souches de tickets de restauration. Une initiative jugée opportune par le président de la JUDOM, Jeunesse Unie pour le développement du district autonome des 18 montagnes. C'est une cérémonie de remise officielle des cartes de bus et des souches de tickets de restauration aux étudiants qui sont issus du district autonome des montagnes. Bon nombre de nos camarades aujourd'hui abandonnent le chemin de l'école parce qu'ils n'ont pas le strict minimum. Ils sont loin de leurs parents, loin de leurs familles respectives. Et une fois à Abidjan livrés à eux-mêmes, ne peuvent plus, emprunter le chemin de l'école parce que le strict minimum n'y est pas. Albert Flindé, ministre-gouverneur du district autonome des montagnes et par ailleurs parrain, appelle à l'union et à la solidarité des cadres, ce pour le développement de la région et le bien-être des étudiants. Le président nous demande de savoir être solidaire, aider les plus démunis. Et donc ici, les étudiants originaires des 3 régions du district, c'est-à-dire Tonkwi, Guémon et Kavali, qui sont dans les différentes universités, on va les appuyer sous cette forme-là. J'ai lancé tout à l'heure un appel à l'ensemble des cadres de notre région pour venir en aide aux étudiants, parce que c'est la crème de la jeunesse. Le district autonome des montagnes est composé de 3 régions, à savoir le Guémon, le Kavali, le Tonkwi. 13 départements, 73 sous-préfectures, 17 communes et 973 villages. Il est le 2e district le plus peuplé de la Côte d'Ivoire
après le district autonome d'Abidjan. Secrétaire du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ont célébré la journée internationale des secrétaires samedi dernier. C'était au jardin botanique de Bingerville. Le représentant du ministre des Affaires étrangères a salué leur contribution dans le quotidien de la diplomatie ivoirienne. On le voit avec Moussa Konaté. Célébration de la journée internationale des secrétaires. Au jardin botanique à Bingerville, les secrétaires en fonction au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur sont à l'honneur. Une cérémonie festive au cours de laquelle elles ont réitéré leur engagement pour l'accomplissement des missions assignées au ministère. Après avoir traduit leur reconnaissance au chef de l'État et au ministre Léon Kakou Adom, les secrétaires par la voix de leur présidente Evelyne Sémé ont émis quelques doléances. Les secrétaires dans leur profession ont besoin de formations qualifiantes pour mieux se valoriser. Entre autres, des séminaires de formation, de voyages linguistiques et de s'adapter aux nouvelles technologies d'information, d'informatique et de bureautique qui ne cessent de se réinventer dans notre monde. Représentant le ministre Léon Kakou Adom, Amoa Hubin, conseiller technique, a salué les secrétaires pour leur contribution aux actions du ministère des Affaires étrangères. Il a exprimé la disponibilité du ministre Léon Kakou Adom à les accompagner dans toutes leurs initiatives. Le reste de l'actualité veut en bref un tour en Tunisie, en Israël, aux Émirats arabes unis et au Japon. L'actu en bref, c'est avec Armel Dia. En déplacement en Tunisie, Giorgia Meloni, première ministre italienne, a plaidé ce mercredi pour une nouvelle approche sur le dossier migratoire. Selon les statistiques italiennes, les arrivées clandestines de migrants en provenance de la Tunisie ont connu un rebond entre mi-mars et mi-avril. En Israël, l'armée a annoncé ce mercredi que 14 soldats ont été blessés grièvement près de la frontière avec le Liban dans une frappe revendiquée par le mouvement Hezbollah. Des missiles anti-chars et des drones ont été identifiés alors qu'ils traversaient la frontière depuis le territoire libanais en direction d'Israël. Ce mercredi aux Émirats arabes unis, plusieurs habitations restent privées d'électricité au lendemain d'une tempête dont les précipitations sont les plus importantes jamais enregistrées dans le pays depuis 1949. Autoroutes inondées, écoles fermées et trafic aérien perturbé et au moins un mort à Dubaï. 254 mm de pluie en une journée, l'équivalent de près de 2 ans de précipitations dans ce pays désertique. Les autorités ont annoncé la fermeture des écoles toute la semaine et les voyageurs, quant à eux, sont invités à ne pas se rendre à l'aéroport de Dubaï, sauf en cas d'absolue nécessité. Ce mercredi soir au Japon, un séisme de magnitude 6,3 est survenu dans le sud-ouest. L'épicentre du tremblement de terre a été localisé dans un canal. Le porte-parole du gouvernement a exhorté la population à être vigilante face aux répliques. Voilà qui m'interrompt à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que la peau de lièvre ne peut servir à faire un tam-tam. Dieu le voulant, on se retrouve demain.